commencer par te présenter, s'il te plaît? Bah, bien sûr, écoute, je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 36 ans, j'habite à Paris, je suis né à Paris aussi et j'investis dans l'immobilier depuis 2013 et spécialement dans les parkings. Enfin, pas exclusivement, j'ai aussi acheté des appartements, mais c'est plutôt les parkings où je me suis épanoui et ce qui me permet aujourd'hui de faire plein de choses, de vivre de mes passions. D'accord, super. Et tu as quitté ton emploi ou tu es encore salarié ou tu as une entreprise à côté de l'investissement immobilier? Alors, j'ai deux entreprises, effectivement, une pour détenir une partie de l'immobilier et une autre société commerciale. Et j'ai quitté mon job de salarié, Ouais, effectivement, récemment, fin mai. Fin mai. d'accord. Ouais, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps, mais j'ai gardé le plus longtemps possible pour pouvoir faire un maximum de crédit pour acheter des parkings. Et lorsque j'en avais plus besoin et que j'avais envie de faire autre chose et de dégager du temps bah, tu vois, pour vivre de mes passions, écrire des bouquins, etc., j'ai dit stop et maintenant je suis à 100% avec moi. D'accord, bon, génial. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'immobilier? Écoute, je me suis lancé dans l'immobilier parce que je me suis dit, à l'époque j'étais commercial, en alternance quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'argent, je devais gagner, tu vois, 900 euros, peut-être un peu plus, et 1100 euros avec les primes. Et je me suis dit, il faut que je m'en sorte, quoi. Et l'immobilier, c'était une des manières rassurantes pour moi de générer de l'argent, de créer du patrimoine, parce que j'avais pas de patrimoine à hériter. Il n'y avait pas d'héritage de patrimoine, d'appartement, de maison au programme. Et c'était la meilleure des choses qui me sont arrivées finalement. Parce qu'en général, quand tu as trop de confort, tu hérites de trop de choses, bah, tu fais plus rien. J'ai plein d'exemples autour de moi. Et je me suis dit, bah, l'immobilier, c'est bien, j'y connaissais rien. J'avais pas d'investisseur dans ma famille proche. Et l'IMO, ça avait un côté rassurant. Tu vois, c'est quelque chose de pérenne qui reste sur le temps que tu peux transmettre aussi à tes enfants. Donc je me suis dit, allez, go. Ok. Après, toi, bon, tu nous l'as un peu dit en intro là quand tu t'es présenté, mais c'est vrai que tu as une stratégie qui fait un peu débat chez les investisseurs IMO. C'est une stratégie que tout le monde n'utilise pas parce que c'est vrai que tu l'utilises souvent quand tu commences et que tu n'as pas beaucoup de budget ou que voilà, tu veux faire des investissements qui ne sont pas risqués en termes de montant. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle stratégie tu utilises du coup, et on va voir pendant ce live que toi tu l'utilises de façon conséquente et du coup tu arrives à tirer des revenus de cette activité-là, de ce mode de location-là. Effectivement, la stratégie que j'ai eue et que j'ai toujours, ça a été de commencer petit et de multiplier les opérations à cash flow positif. Donc, si tu veux, j'ai acheté un Ok. premier parking qui me ramène 100 euros de bénéfices par mois ou 200 euros de bénéfices par mois en fonction de si je loue à une voiture ou si je le divise pour le louer à des motos. Et j'ai enchaîné en fait. Je suis passé sur une petite victoire et je me suis dit, bah tiens, cette opération, elle va me rapporter 200 euros par mois de cash flow positif brut, peut-être 150 de cash flow positif net, c'est un exemple. Et pour moi, il y a un déclic. Et j'enchaîne jusqu'à que les 150 se transforment en 1500, en 2000, en 3000, etc. Donc oui, c'est une stratégie qui va à l'encontre de ceux qui disent, bah tiens, je veux faire un gros coup ou d'un coup je vais gagner 1000 ou 2000 euros. Moi, je préfère commencer modestement et apprendre de mes erreurs, monter petit à petit en compétence, en puissance et après gagner de l'argent. Et en plus, ça dilue le risque. Parce que si tu as 20 locataires et que tu en as un qui ne te paye pas, c'est pas grave. Maintenant, Ouais, c'est ça. si tu gagnes 3000 euros avec un seul locataire, si demain il te paie plus, tu peux être en très grande difficulté si tu as un crédit. Donc en plus, c'était une manière de diluer le risque. Et moi, je trouvais ça intéressant. Après, entre maintenant, quand j'ai commencé il y a presque 10 ans et aujourd'hui, c'est sûr que je ferai des opérations un peu plus grosses. Mais la logique, c'est la même. En fait, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Enfin, chacun a sa façon de penser. Mais pour commencer, c'est vrai que comme tu disais, bah, tu commences avec des montants plus petits et en plus, tu dilues le risque. Le risque, il va pas être généré sur une tête et sur un bien ou sur un locatif, mais il va être généré sur plusieurs. Du coup, c'est intéressant et en plus, c'est un peu moins chiant que du locatif traditionnel dans le Ah sens où ouais. c'est beaucoup plus facile, je pense, si le mec paye pas à le dégager. Bah, en fait, Donc ça, c'est ça, c'est exactement.
c'est plus facile parce que tu dépends pas de la loi Allure. Comme l'habitation classique d'un appartement, la loi Allure, elle est hyper contraignante pour le propriétaire bailleur. Tu peux pas mettre dehors, il y a la trêve hivernale si la personne ne te paie pas. Si la personne a plus de 65 ans, tu peux pas la mettre dehors. Il y a énormément de contraintes, sans cesse plus de contraintes. Le parking, c'est le code civil. Donc Ouais, c'est clair. ton bail qui est facultatif d'ailleurs, mais tu mets ce que tu veux dedans. Donc si tu veux, tu as beaucoup plus de souplesse, tu dilues le risque. T'as pas les travaux, t'as pas la peinture à refaire, le chauffe-eau qui tombe, le dégât Ouais. des eaux. Moi, j'ai eu des dégâts des eaux avec des appartements, mais je te raconte même pas. Donc en fait, les gens parfois me disent, ah mais pour faire par exemple 2000 € de bénéfices, t'es obligé d'avoir, je sais pas, 15, 20 parkings. Bah ouais, mais de un, ça se fait assez rapidement. De deux, tu dis le risque. De trois, t'as moins d'emmerdement en fait. T'as juste besoin d'un bon Excel, de bien choisir tes locataires, et après, c'est tranquille, hein. Ouais, c'est clair. On a répondu un peu à la question suivante qui était d'après toi, est-ce que c'est plus facile d'investir dans les parkings ou dans l'immobilier traditionnel? Quoique, parce que tu as de l'immobilier aussi, on va dire, un peu plus traditionnel, des appartements ou des maisons. Donc, est-ce que toi, tu rencontres plus de difficultés dans la gestion, dans le fait de trouver des biens, dans la location, dans les parkings, ou alors dans des biens comme des apparts? Qu'est-ce qui te pose le plus de difficultés en général? Qu'est-ce que tu trouves plus dur? Si tu veux, t'as autant de manières d'investir que de personnes et de lieux, etc. Moi, le parking, je trouve ça simple parce que je connais bien le marché. Il n'y a pas de travaux. Moi, j'y connaissais rien en travaux et ça m'intéressait pas Ouais, forcément, si tu veux, de. C'est pas que ça m'intéresse pas les travaux, c'est que il faut passer du temps. Et moi, j'avais, tu vois, j'étais salarié à l'époque, j'avais pas le temps, si tu veux, d'aller des journées entières sur des chantiers. J'avais pas la trésorerie aussi, tu vois, en cas de problème, de retard, etc. Moi, j'étais vraiment à flux tendu. Donc, le parking, euh, c'est beaucoup plus simple. Les difficultés qu'il va y avoir, ça va être de sourcer les bons parkings et d'avoir le bon œil, tu vois, te dire, tiens, ce parking-là, euh, est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que c'est une mauvaise affaire? Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Il faut faire attention à plein de trucs. Est-ce qu'il y a un monde voiture qui peut tomber en panne ou c'est une rampe? Quelles sont les charges, etc. Donc, il faut faire attention aussi à pas mal de paramètres. ouais, comme dans l'investissement, Ouais. je dis traditionnel, mais bon, il n'y a pas de, Il y a moins de choses, pas si sur tu veux. péjoratif. Il y a moins de choses. Il y a moins de. Pour répondre vraiment à ta question, l'avantage du parking, c'est que tu as moins de points de vigilance. Ouais, d'accord. Tu as moins de choses à faire. Bah, après, c'est un peu normal parce que c'est moins gros. T'as Ouais. pas les travaux comme tu dis. Donc, tu as moins de choses à faire. Attention. Par contre, il faut connaître, et je pense que ça, on le retrouve dans ton livre, il faut connaître les tips à surveiller, à Hmm. regarder pour pouvoir faire une bonne affaire dans les parkings. Tu parlais de charge tout à l'heure. Effectivement, si vous investissez à Paris, qu'il y a un ascenseur pour la voiture et que vous êtes au moins trois, bah, le jour où il est en panne, bah, il se passe rien. Donc, Attends, j'ai eu ce problème-là en vacances. Je peux en parler parce que c'est passé. Dans Paris 11e, j'ai un parking où il y a enfin, j'ai 6 places de parking dans une copropriété avec un monde voiture. Ok. Je ouais. pars en vacances. Là, en ce moment, je suis encore à Cannes pour ceux qui connaissent et qui sont dans le coin. Je pars en vacances tranquillement. J'ai des appels des 6 locataires d'un coup. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de me détendre, etc. Je sors du bouquin, j'ai la tête remplie. Et l'ascenseur est tombé en panne 2 semaines. Donc j'ai les six Bon. locataires qui ont été en panne pendant 2 semaines, qui ont été bloqués. Il y en a peut-être certains d'ailleurs parmi les locataires qui regardent le live, mais qui sont restés bloqués. Et ça a été un enfer. Donc il faut faire super gaffe à certains détails qui peuvent être lourds de conséquences parce que tu imagines tes propriétaires bailleurs de 6 locataires et ils peuvent pas accéder à leur véhicule. Moi, j'ai eu des résiliations. Tu vois, j'ai des gens qui m'ont dit, Alexandre, je t'apprécie beaucoup, mais je vais résilier le bail. Et des loyers en moins, etc. Donc, il y a vraiment des points de vigilance. Je veux pas, tu vois, dépeindre un portrait trop idéaliste, mais vraiment réaliste. Donc oui, le parking, c'est une super opportunité, mais comme les immeubles, les appartements, il y a des points de vigilance très très importants. Et du coup, comment tu fais pour gérer ça? Tu leur proposes de leur rembourser le compte en cours? Tu fais quoi? Ils te demandent de payer la location de voiture? Comment tu as géré? Bah ouais, alors j'en ai eu un qui m'a dit, qui m'a mis la pression et qui m'a menacé en me disant, bah Alexandre, je vais vous envoyer la facture, hein, parce que moi j'ai une entreprise, je vais vous envoyer la facture. Moi je dis mais attendez, j'y suis pour rien, je suis désolé, mais
je suis pas responsable du truc. Donc moi, je rejetais la faute sur le syndic sur la société d'ascenseur, etc. Un enfer. J'ai eu sur les 6 locataires, j'ai eu une résiliation et j'ai eu 2 locataires qui n'ont pas payé le loyer. Ils m'ont dit si vous acceptez pas de m'offrir le loyer, je pars. C'est exceptionnel. Normalement, j'ai pas à leur offrir de loyer. Après, il faut être commerçant. J'ai été commercial pendant 12 ans, donc je sais me comporter avec un client. Et donc ça a été très très stressant. Mais finalement, est-ce que c'est pas moins stressant que lorsque tu as un dégât des eaux incroyable ou lorsque tu achètes un immeuble et que tu as un truc qui tombe dessus? Là, ça peut être vraiment beaucoup plus lourd. Donc c'est du stress, mais tout investisseur immobilier, tu sais très bien de quoi je parle, on a des moments de stress. Et c'est ce qui fait le sel de la victoire, tu vois. On a du stress et comme ça, quand ça marche, on est hyper content. Donc ça a été chaud. Écoute, les 2 premières semaines de vacances, je t'avoue, j'étais un peu stressé, hein, mais là, ça va mieux. Après, voilà, enfin, moi, je pars du principe où il y a pas, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. Voilà. Et puis en plus, le risque, c'est un petit peu aussi ce qui fait vibrer l'entrepreneur, l'investisseur. S'il y a rien, si tout est monotone, alors faut pas qu'il y ait trop de risques, il faut que le risque soit mesuré. Mais comme tu le disais tout à l'heure, sur des parkings, on est sur des montants moins importants, donc on peut plus facilement peut-être faire un geste commercial que quand vous avez un gros problème sur une location, je sais pas, sur une maison, sur un appartement. Bah, là, c'est plus problématique. On n'est pas sur les mêmes montants. Euh, les causes peuvent être peut-être plus dangereuses s'il y a un feu ou n'importe. Alors que sur un parking, l'avantage, encore une fois, c'est que voilà, en partant du principe où tu fais un geste commercial, les montants sont moins importants, ça peut passer. On Ouais, avait des commentaires, j'ai vu sur les commentaires qu'on avait, il y avait des commentaires, alors je sais plus qui a mis le commentaire, qu'il fallait diversifier ses investissements. Donc oui, c'est un moyen de diversifier aussi, investir dans les parkings, bah, ça peut être quand on commence, ou ça peut être quelqu'un qui a un peu de temps, parce que j'imagine que c'est peut-être un peu chronophage, on va le voir après, c'est une des questions dans la gestion. Mais en tout cas, effectivement, ouais, je pense qu'il faut faire preuve un peu de souplesse et être commerçant ou être commercial et savoir faire des gestes quand il le faut. Et là, en l'occurrence, bah voilà, même si tu y es pour rien, c'est vrai que ça peut bloquer les gens. Est-ce qu'il vaut mieux pas des fois rembourser un mois de loyer et puis garder son locataire si c'est un bon payeur, plutôt que repartir sur une carence locative et retaper des recherches pour trouver la bonne personne, etc. je suis Donc, entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est l'humain, tu vois. T'as des gens qui sont raides, qui sont rigides, qui sont un peu, tu vois, stupides et qui vont dire non, non, mais monsieur, c'est pas de ma faute, vous devez me payer, qui vont aller dans des procédures, des trucs. Moi, je fais toujours le ratio. Je me dis voilà, j'ai un locataire qui est pas content parce que le truc est en panne. Je vais perdre 50 ou 100 euros de loyer. Est-ce que vaut mieux perdre 50 euros de loyer et pas m'embrouiller avec lui plutôt que de me faire un ennemi qui va aller me défoncer sur les commentaires Amazon sur mon bouquin? Tu vois, il y a ça aussi maintenant. Ah non, mais il y a ça aussi. Qui va aller me défoncer, qui va mettre des mauvais avis sur Internet, avec qui je serai en froid, qui va me faire une mauvaise publicité. Non, mais je peux me le permettre parce que c'est des petits montants. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui paye pas sur un loyer à 1000 ou 1500 euros, là, ça va être une autre histoire. Là, je ne laisserai pas passer par contre. ouais, c'est pas la même chose. Justement, tu peux nous dire ouais, un petit peu, alors, faut nous parler des chiffres, hein, mais nous dire un petit peu où tu en es dans l'investissement immobilier, ce que tu as, ce que tu voudrais faire, c'est quoi tes objectifs? J'ai une soixantaine de places de parking là depuis 2013. J'en achète encore D'accord. régulièrement. 2022, j'en ai acheté une. Là, j'ai un peu ralenti. J'ai vendu un appartement aussi l'année dernière en Île-de-France. J'ai eu que des soucis avec les locataires et ça m'a servi. Et maintenant, je vais investir aussi dans des entreprises. Pourquoi pas chez des marchands de biens qui veulent créer tu vois, un peu des clubs deals, qui ont besoin d'un peu d'argent pour investir sur des projets. Donc moi, je suis plus dans une démarche maintenant, si tu veux, d'investir utilement mon argent, de me dire, tiens, bah, la trésorerie que j'ai ou les bénéfices, je vais les réinvestir soit en m'associant dans une entreprise, euh, voilà, ou alors acheter des parkings si je vois une affaire, je suis très content. Appartement, j'aime toujours ça. J'aime Ouais. toujours ça, bien sûr. Tu vois, là, par exemple, je suis sur la Côte d'Azur. Bah, je regarde les appartements, peut-être pour me faire un pied-à-terre et puis le louer en courte durée également. Donc, je suis toujours, si tu veux, curieux et connecté. Mais aujourd'hui, principalement, plutôt que de partir dans tous les sens
d'avoir un immeuble à Angers, d'avoir des appartements, des parkings, des SCPI, etc. Ouais. J'ai préféré, si tu veux, être expert dans le parking, vraiment poncer le truc à fond, découvrir le truc à fond, et puis avoir du recul de 10 ans, et puis en faire un livre, etc. Et ensuite peut-être passer à autre chose, plutôt que d'être moyen partout, quoi. Ouais, je pense que être expert dans son domaine, ça n'a pas de prix. Du coup, tu peux enchaîner, tu connais bien ce que tu es en train de faire. Après, c'est vrai que c'est important de diversifier, Oui, faire bien d'autres sûr, choses. Et bien j'en sûr. profite pour rebondir. Tu as parlé de marchand de biens. Et juste une pub. Le 17 et 18 septembre, on a une formation présentielle sur Paris sur le marchand de biens. Donc, pour tous ceux qui veulent, il reste qu'une dizaine de places disponibles. On n'a pas fait de pub jusqu'à maintenant parce qu'on a travaillé essentiellement sur le réseau. On a privilégié le réseau. Mais il y a une dizaine de places disponibles pour le 17-18 septembre à Paris sur une formation marchand. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous faire un message. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, le marchand? Tu nous a parlé de projets là, peut-être en association. On va en association. Ouais, bien sûr. Ça peut m'intéresser. D'accord. Là, je suis en contact avec quelqu'un. Salut Camille, je vois que tu es connecté. Je suis en contact avec quelqu'un, effectivement. On va certainement s'associer. Moi, ça m'intéresse. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet. C'est le projet. Je vais même mettre de l'argent dans une start-up, c'est le projet. Eh bien, l'immobilier, c'est une passion. C'est pas quelque chose que j'ai fait par hasard. C'est une passion. Ça me plaît vraiment. Je me suis pris au jeu. Avant, j'étais très nul en maths. Maintenant, depuis que je gagne de l'argent, j'adore calculer. Mais oui, ça m'intéresse. Tu vois, j'adore. Avant, j'étais nul. Moi, j'étais nul en maths. Ça m'intéressait pas. Et puis l'immobilier, je me disais, mais c'est un truc. Faut être riche, un vieux riche. Moi, je me sentais hyper loin de ça, quoi. Et en fait, c'est en faisant que tu deviens passionné, quoi. Je pense que c'est pareil pour Ouais, c'est plein de clair. gens, peut-être pour toi aussi, tu vois. C'est quand tu fais un premier truc qui marche un petit peu, tu prends goût. Donc oui, demain, je peux être sur une opération de marchand de biens. Demain, je peux m'associer dans une SCI pour acheter un appartement, un immeuble, pour m'acheter une batterie de parking. Je suis ouvert à tout, du moment que c'est une bonne affaire, rentable et que je le sens bien. Ouais, c'est clair. Enfin, pour moi, l'immobilier aussi, c'est une passion. Tu peux pas avoir que le côté argent, sous, si tu es trop focalisé sur ça, que ça soit dans le business ou même dans l'investissement, pour moi, tu n'avances pas. Faut vraiment, enfin, moi, rénover des biens, tu vois, même faire les travaux ou gérer les travaux, je kiffe ça. C'est mon dada, c'est ce que j'aime. Et du coup, tu prends du plaisir à le faire. Donc, il faut que vous trouviez ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vibrer, et après que vous fonciez, que vous vous renseignez, que vous passiez à l'action. Ça sert à rien de regarder 100, 200 vidéos, de lire 50 livres, d'acheter 30 formations. Le but, c'est à un moment donné de passer à l'action. Donc, comme tu l'as fait, Alexandre, tu as commencé par un parking, puis deux, puis trois, puis aujourd'hui, tu en as pas mal, donc peut-être une soixantaine. Donc, le but, c'est de pouvoir passer à Génial. l'action et aller sur un sujet qui vous plaît et après enchaîner. C'est quoi, toi, la plus grosse erreur enfin, c'est quoi le plus gros problème que tu as rencontré dans l'immobilier? Le plus gros problème que j'ai rencontré dans l'immobilier, ce qui est pas évident, c'est de financer les biens, tu vois. C'est ça qui est pas évident. C'est quand tu commences à être passionné, quand tu commences à regarder, à acheter, à faire des premières affaires, tu vois plein de choses et qui te passent sous le nez parce que t'as pas forcément la trésorerie, t'as pas forcément la capacité d'emprunt. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais en même temps, ça te permet de garder la tête froide et d'affûter ta détermination. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu frustrant et qui est une difficulté, c'est de se dire, bah tiens, j'aimerais acheter, tu vois, tous ces parkings-là, toute la liste, et tu es obligé de choisir. Ça, c'est un point frustrant. Quelle autre difficulté, je te dirais non, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu trop de difficultés parce que ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Je suis pas allé très vite, hein, j'ai mis 9 ans. Tu vois, aujourd'hui, les gens veulent tout de suite. Moi, tu as plein de gens qui me contactent tous les jours sur les réseaux, qui en 2 ans, ils veulent tout de suite gagner énormément d'argent, mais ça prend du temps. Et du coup, quand tu le fais step by step, c'est comme les travaux, tu vois. J'aimerais beaucoup apprendre à faire des travaux. Je crois qu'il faut que je vienne sur les Ah, si chantiers tu veux, avec je toi. t'apprendrai. Bah, je crois qu'il faut que je vienne sur les chantiers. Non, mais vraiment, je pense que moi, ça m'intéresserait, tu vois. Je suis hyper curieux. Et ça se trouve, c'est la next step pour moi. Mais on fait toujours des erreurs. Donc, toi, tu as dû faire des erreurs aussi sur les chantiers. Et puis maintenant, tu as l'œil. Donc, le conseil que je donnerais, c'est hyper intéressant ce que tu as dit, c'est la pratique. Moi, je vois trop de gens dans la théorie, tu vois, qui sont là, Ouais, moi j'appelle ça les théoriciens, les experts.
Tu vois, ils sont sur les forums Facebook, les trucs, ils connaissent mieux que toi tout, la fiscalité. Et en fait, ils ont jamais rien fait. Ils ont jamais rien fait. Mais c'est des experts. Ils pourraient te sortir des bouquins best-sellers sur Amazon. Mais ils ont jamais discuté avec un propriétaire. Ils sont jamais allés pousser la porte d'une agence immobilière. Ils ont jamais mis un casque de chantier. Tu vois, c'est vraiment l'action. C'est la seule valeur, c'est l'action. Et c'est ça qui te fait arrêter de parler et qui te fait juste avancer, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, tu parlais de financement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut revenir là-dessus. C'est super difficile. Enfin, c'est plus compliqué en tout cas qu'il y a quelques mois d'obtenir ces financements. Mais voilà, pour tous ceux qui ça découragerait le fait d'avoir un refus de prêt, sachez que il y a des possibilités. Vous avez des solutions que vous pouvez trouver, qu'on peut vous aider à trouver pour vous faire financer. Il y a toujours des solutions. Sachez que le financement, ça ne doit pas être un problème. Vous pouvez, à travers des associations, donc en vous associant avec quelqu'un, il y a plein de solutions en faisant des répartitions de parts, en passant en société. Vous allez avoir plein de solutions pour obtenir des financements, donc ça ne doit pas être un problème. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, peut-être, en tout cas pour moi, c'est sourcer les biens. Comment tu fais, toi, pour trouver un bien rentable? Comment tu fais pour trouver un parking? Tu procèdes comment? Tu cherches sur les annonces? Tu as un réseau? Tu fais comment? Ah, moi, tu vois, contrairement à toi, ça n'a pas été un problème de sourcing. Parce que j'ai un réseau D'accord. effectivement d'agents immobiliers. J'ai les gardiens d'immeubles qui sont un très très bon levier. J'ai les notaires avec qui je travaille. T'as les ventes aux enchères. T'as les ventes aux enchères de l'État. Donc tu vois, t'as les ventes aux enchères, t'as les notaires, t'as les commerçants qui peuvent t'aider, les gardiens d'immeubles, les agents IMO, le bouche à oreille. Euh, et puis sur Internet, sur Le Bon Coin, Se Loger et compagnie, il y a énormément d'annonces de parking de gens qui ont hérité de parking et qui n'y connaissent rien, qui savent pas quoi en faire, qui sont pressés. Donc qui dit pressé dit bonne négo agressive en perspective. Donc si tu veux, moi je voyais les biens. Ce qui était compliqué, c'était de les financer. Ouais, Donc les biens, honnêtement, dans le parking, on les trouve. Celui qui me dit je trouve pas de parking, c'est qu'il sait pas si c'est pas faire. Euh, ouais, c'est difficile quand tu n'as pas c'est les connaissances. non, mais après c'est comme tout, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas avoir un parking, je sais pas, à 30 000 euros, tu vas dire mais pourquoi est-ce que ce parking il faut que je l'achète par rapport à un autre? Bah déjà, tu auras les charges à regarder, les charges locatives de copropriété. Tu vois un parking, les charges trimestrielles, ça peut être 60 euros ou un peu moins. Si tu as des charges de 50 euros, c'est les charges d'un appartement, d'un studio, ça va pas du tout. Faut regarder les charges, est-ce qu'il y a un monde voiture, est-ce qu'il y a une rampe, la taxe foncière, bon ça tu peux rien y faire. Est-ce que c'est éclairé, pas éclairé? Est-ce que tu as un bon feeling avec le vendeur? Est-ce qu'il est pressé? Après, il y a les compétences commerciales. En ayant été commercial pendant 12 ans, ça m'a servi sur un truc, c'est de un à pas abandonner, parce qu'un commercial, c'est un chien enragé. Il a le couteau entre les dents. Donc déjà, Ouais, ça, c'est je clair. l'avais le couteau entre les dents, mais il n'y avait aucun problème. La curiosité et sentir ton interlocuteur. Tu vas poser des bonnes questions. Un commercial, il va poser des questions. Ou un commercial, ou pas un commercial, mais quelqu'un qui connaît l'immobilier ou bien qui connaît la vente, il va poser des questions. Il va dire, ah, bonjour, bah, pourquoi vous vendez? Et puis l'autre, il peut être un peu Ouais, choqué, il peut dire, mais attends, de quoi je me mêle? Bah non, mais c'est pas de quoi je me mêle, c'est que il va te donner toutes les billes. Pourquoi tu vends? Bah, je vends parce que j'ai hérité de ma mère qui est morte. Ah bah dans ce cas-là, tu es peut-être pressé de vendre. Donc si tu veux, franchement, sourcer, c'est bien. Et tu peux négocier fort. Tu vois, un parking, franchement, tu peux négocier fort. 20-30% entre ouais, tous les biens. l'annonce. Bien sûr, tous les biens, les immeubles. C'est juste qu'il faut se former, il faut expérimenter, il faut avoir confiance en soi aussi. Ça, c'est hyper important. Ah C'est ouais. toi qui dois maîtriser le truc. C'est-à-dire que quand tu es face au propriétaire, c'est pas lui qui prend la balle et qui il te la balance dans un coin et puis tu vas cavaler. Hop, il te la balance dans un coin, tu vas cavaler. C'est toi qui maîtrises. T'es sympa, t'es cool, mais c'est toi le boss, quoi. C'est toi le client déjà. Déjà, c'est toi le client. Donc on disait le client est roi, les Et- anciens. Voilà, c'est toi le client. C'est toi qui vas donner l'argent. Donc la personne te doit quelque chose, une prestation. Donc c'est à toi de jouer, quoi. Tu vois, après, je peux pas le faire à la place des gens, mais honnêtement, des bonnes affaires, il y en a plein. Ouais, en fait, tu m'as lancé plein de petits trucs pour pouvoir rebondir sur ce que tu dis, mais déjà, confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Moi, je vois des gens qu'on accompagne aujourd'hui sur le financement bancaire. Ils vont à la banque, mais
ils ont peur, ils n'ont pas confiance en leur dossier. Si tu n'as pas confiance dans ton dossier, dans toi, tes revenus, si tu n'as pas confiance dans ton projet, qui va avoir confiance? Le banquier ne va pas avoir confiance en toi si toi, tu ne dégages pas, tu n'es pas quelqu'un de serein, que tu viens, que tu trembles, tu n'as pas confiance, tu n'es pas sûr de ton projet, tu ne connais pas tes chiffres. C'est impossible. Pareil, ce que tu as dit sur le réseau, le fait d'avoir des agents, d'avoir des gardiens de parking. Moi, perso, j'ai jamais cherché un bien sur Internet. J'ai jamais trouvé de bien sur les annonces. Alors après, ça, c'est moi. Chacun voit midi à sa porte. Mais j'ai toujours trouvé des biens par le biais du réseau. Échanger avec les gens, soyez curieux, tu l'as dit, posez des questions, essayez de voir pourquoi les gens vendent, essayez de nouer des contacts avec des agents IMO, faites le tour des agences. Moi, je vois sur le dernier bien là, que je suis en train d'essayer de signer, le bien était à 1,8 million, je suis à une négociation à 1,3 million. Sans pourparler, c'est pas signé encore, mais on est sur une négociation de 500 000 euros. Donc, il y a la possibilité de négocier. Ne vous fermez pas de porte, ne vous braquez pas et ne pensez pas. Vous n'êtes pas là pour vous mettre des freins. Essayez de faire des propositions, de justifier vos propositions, mais allez-y, passez à l'action et n'ayez pas de crainte et ayez confiance en vous. Ça, c'est super important. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez rien faire malheureusement. C'est important. Est-ce que toi, tu as investi à l'échelle nationale ou tu as investi surtout sur ton secteur? Tu nous as dit tout à l'heure un petit peu que tu investis dans plusieurs Principalement, endroits, mais ouais, comment tu fais? principalement sur mon secteur, pour une raison D'accord. très simple. Pour une raison très simple, c'est que je voulais être proche de mes parkings en cas de problème, et puis aussi si besoin de donner un bip, de voir un locataire, etc. Maintenant, je le fais plus trop, mais je voulais. C'était plus simple pour moi parce que ça me permettait après le boulot, si tu veux, d'aller visiter, de prospecter, de rencontrer le locataire, faire signer le bail. Maintenant, je fais tout à distance, quasiment. Mais j'ai fait ce choix-là. Et aussi, la particularité, c'est que moi, j'ai acheté seul. J'ai préféré faire les choses seul. Maintenant, c'est différent parce que je vais investir à plusieurs sur des associations, etc. Mais moi, j'étais vraiment le mec lambda next door qui commence avec un truc à 4 000 euros, quoi. Parking à 4 000 euros. Tu vois, moi, si c'est vraiment le commencer petit, je l'ai incarné et je l'ai fait seul. Donc, si tu veux, je me suis dit, putain, si je suis seul et que je commence à investir à Toulouse, à acheter une batterie de parking à Bordeaux, à acheter à Nantes, à Strasbourg, et que j'ai un boulot, faut pas oublier que j'avais un boulot de salarié commercial, cadre, avec pas mal de responsabilités. Donc, enfin, sinon, j'allais péter un câble. Donc, il fallait que ce soit assez léger quand même. Donc, proximité. Et en plus, je connais, l'avantage de la proximité, c'est que tu connais très bien ton secteur. Tu connais la population, tu connais les locataires potentiels, tu sais exactement quel est l'avatar de ton client, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Tu vois, quand tu vas, je sais pas, si tu habites par exemple à Toulouse et que tu connais bien un secteur, tu sais quel est le client potentiel. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la trentaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la cinquantaine, qui a une bonne situation? Est-ce que c'est des étudiants, tes locataires? C'est pas la même chose. Tu vas pas avoir le même bien, tu vas pas avoir la même, tu vas avoir une rotation qui sera plus ou moins courte, plus ou moins de vacances locatives. Donc moi, je voulais vraiment comprendre exactement le locataire que j'aurais. Donc pour moi, il fallait vraiment que je fasse du- au microscope sur une zone. Ouais, tu as tout dit. Enfin, t'es en Ile-de-France, je suis en Ile-de-France aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que ça n'existe plus des biens rentables, par exemple, proche Paris ou même sur Paris. Je pense Non, que c'est tout faux. existe. Tout existe, Voilà. tout existe, tout Vous pouvez existe. trouver des Faux. biens. Enfin, moi, je suis comme toi, j'investis que autour de chez moi. Alors, encore une fois, il y a deux écoles. Il y en a qui investissent un peu moins parce qu'ils arrivent à sourcer des biens et à gérer comme ça. Mais des biens, vous pouvez en avoir partout. Enfin, là encore, il n'y a pas de frein à avoir. Il ne faut pas partir avec des idées reçues et se dire, ah, bah, il n'y a pas de biens en Ile-de-France, il n'y a pas de biens à Toulouse, il n'y a pas de biens à Marseille, il n'y a pas de biens à Bordeaux. Si, il y a des biens, il y en a partout. Il y en a peut-être un peu moins. Mais si vous arrivez à procéder et par étapes, bah, vous verrez que vous allez en trouver. Donc, des biens, il y en a partout. Après, c'est plus vous et la stratégie que vous voulez mener. Comme tu l'as dit, bah, le fait d'être à côté du bien, ça peut être rassurant, surtout quand tu fais un premier bien. Et aussi, tu as le gros avantage de connaître le secteur géographique, de connaître la population. Tu sais à qui tu t'adresses, tu sais à quel public tu t'adresses. Donc pour moi, c'est un peu plus facile et ça me conforte dans cette idée-là. Après, pour la partie, par exemple, travaux, effectivement, que tu sois à côté ou pas, si c'est pas toi qui fais les travaux, alors oui, tu pourras voir, mais si tu prends un maître d'œuvre ou une société pour gérer aussi les travaux, bah pour moi, c'est pas une difficulté parce que même si demain, dans ta location, tu as une fuite, bah, c'est pas toi qui vas aller la réparer.
Donc que tu sois juste à côté, il n'y a pas de là-dessus, ça change rien. Mais effectivement, connaître son secteur, pour moi, c'est un gros atout. Le secteur, c'est un point très important. Donc connaître son secteur, c'est important aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques tips? Tu nous en as donné tout à l'heure et je pense qu'il y en a beaucoup encore une fois dans ton livre, mais est-ce que tu peux nous donner des tips, ce qu'il faut regarder quand on achète un parking? Deux, trois trucs comme ça primordial pour toi qu'il faut regarder et surtout pas. Alors, ce qu'il faut regarder avant le prix, parce que souvent les gens qui débutent, ils regardent que le prix. Ah, c'est pas cher, on y va. Et en fait, il faut arrêter de regarder le prix. Parce que le parking le moins cher du monde, s'il se loue pas, c'est une mauvaise affaire. Et le plus cher, s'il se loue bien, c'est une bonne affaire. Donc, arrêtez de regarder le prix. Regardez les charges de copropriété, comme pour un appartement. Les tips que je pourrais vous donner, c'est que par mois, alors les charges, elles sont appelées trimestriellement en général par les syndics. Trimestriellement, bah, soit vous êtes prélevé si vous avez signé le mandat, soit vous envoyez un chèque pour les plus anciens, soit vous faites un virement. Hein, soit vous faites un virement. Non, il y a 80% de gens qui payent encore par chèque dans la plupart des syndics. Hein. Je suis client d'une dizaine de syndics et c'est ce qu'ils me racontent. Euh, les charges par mois, achetez pas au-dessus de 20 euros, quoi. Faut que ce soit ouais, entre 10 et 20 euros. Les parkings ont des charges à 30, 40 euros. En général, c'est qu'il y a un monde voiture, un monde charge. Et là, on vient sur mon deuxième tips. Franchement, les monts de charge, c'est une galère. C'est Ouais, une galère. Alors là où il y a une arnaque dans le truc, c'est que souvent les vendeurs qui vendent des parkings avec monts de charge, ils les vendent pas cher. Donc les débutants se disent, bah tiens, waouh, il y a un parking, putain, tout est à 30 000 euros dans le quartier, celui-là il est à 18 000. Oh, mais t'en penses quoi, Alexandre? Ils m'envoient tous des messages sur Instagram. T'en penses quoi, Alexandre? Je fais, ouais, mais de un, t'as regardé les charges, et souvent les charges elles sont énormes. Et de deux, il y a un monde voiture, et les monts de voiture ça tombe en panne. Alors moi j'ai acheté des parkings avec des monts de voiture parce que j'ai acheté pas cher du tout. Donc si tu veux, j'arrive à m'y retrouver. Mais c'est du stress. Et le stress, les amis, ça a un coût. Hein. Le stress, c'est pas gratuit. Hein. Ça vous fatigue si vous avez une vie de famille. Le stress, faut éviter le stress, quoi. Donc, une opération rentable mais qui est très stressante, est-ce que c'est pas moins bien qu'une opération un tout petit peu moins rentable mais où il n'y a rien à faire? Ça, faut se poser la question. Donc, les types, je dirais ça. Je dirais pas regarder que le prix de vente, mais regarder les charges. Donc, moins de 20 euros par mois pour les charges. Dans la mesure du possible, sauf super affaire, éviter quand même les monts de voiture. Moi, j'en ai avec des monts de voiture, hein, mais je reconnais que c'est mieux d'éviter. Et puis un endroit où on se gare pas facilement, quoi. Donc aller faire un tour du quartier. Si vous voulez acheter un parking et que on peut se garer partout gratuitement aux alentours, et vous allez jamais louer. Vous allez jamais louer. ouais. Vous allez jamais louer. Et un dernier point là, je me sens d'humeur généreuse là. Un dernier point, je dirais, regardez la population alentour. Euh, et quel client vous voulez avoir, quoi. Si vous avez une population un peu plus fragile, bah, ça va être peut-être plus compliqué, il y aura peut-être plus de rotation, les gens vont peut-être vouloir payer en espèces, ça, faut jamais le faire. Franchement, quelqu'un qui veut négocier le prix, faut pas le faire. Tu vois, quand je joue un parking pour une moto 50 euros et que la personne me dit, ouais, est-ce qu'on peut faire 45? Et que la personne a un T-Max à 13 000 euros, je me dis, comment tu peux avoir un T-Max à 13 000 euros avec l'assurance qui coûte une tonne, l'essence, et négocier 5 euros, il y a un souci, tu vois. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire, faut de la cohérence. Ouais, c'est Et clair. encore un dernier point, allez, comme ça, là, vous avez vraiment tous les outils. Euh, quelqu'un qui arrive en retard au rendez-vous pour signer le bail, euh, qui vous tutoie d'entrée de jeu, c'est pas bon ça. Qui est mon pote, waouh, attends, il y a un rapport client quoi. Enfin, il y a un moment, moi je peux être pote avec, j'ai certains locataires que je tutoie, mais ça se mérite. C'est qu'ils payent le loyer, c'est qu'ils sont sympas, c'est que on a discuté, ça se mérite, tu vois ce que je veux dire. Mais d'entrée de jeu, quand la personne te tutoie, mais il faut juste prendre tes jambes à ton cou et faire le sprint du Zen Bolt quoi. Tu te casses. Enfin, il y a un tips que je retiens parmi tous ceux que tu as donnés. Alors, il y a tous de très bons conseils, mais celui que je retiens le plus parce que je pense qu'il est valable pour vraiment tous les styles de location, c'est l'emplacement.
Tu disais, regardez l'emplacement, je te citais dans une rue, par exemple, où il y a plein de places, bah, tu vas pas louer ton parking. C'est pareil pour toutes les stratégies que vous allez utiliser. L'emplacement, c'est vraiment le numéro un. N'allez pas faire je sais pas, de la colocation si vous n'avez pas d'école à côté, si vous n'avez pas de pôle stratégique, il n'y a pas de pôle d'emploi, s'il n'y a rien du tout. Ça sert à rien du tout. Si vous n'avez pas d'activité à côté, n'allez pas faire ça. Vous vous exposez à pas louer vos chambres. Pareil pour la location courte durée, il faut peut-être qu'il y ait un centre d'intérêt à côté. Posez-vous les bonnes questions, mais en tout cas, l'emplacement, ça reste un tour numéro un. Moi, je le vois avec des biens que j'ai. Ils sont situés à 800 mètres du métro. 800 mètres. Et ben, il y a des locataires qui privilégient un bien moins bien et qui est à 500 mètres plutôt qu'à 800 mètres. Alors, putain, c'est des jeunes. Ils ont 20 ans, 23 ans, ils viennent pour faire leurs études et parce qu'il y a 300 mètres de moins, bah, ils privilégient l'autre bien qui est peut-être moins bien. Parce que moi, j'ai toujours pour la déco et tout, pour les travaux, comme je te disais, j'aime bien faire du haut de gamme. Et ben, il y en a qui vont privilégier le fait d'être un peu plus près plutôt que se sentir bien dans leur appartement. Donc, l'emplacement, n'oubliez pas ça. C'est vraiment quelque chose de primordial. Est-ce C'est que clair. tu peux nous parler aussi un petit peu de chiffres? euh, Combien s'achète une place de parking dans le secteur que toi tu as l'habitude d'acheter? Combien ça se loue? C'est quoi les rentas? Alors, dans Paris, intramuros, c'est pas plus cher qu'à Nice, par exemple, ou que dans plein de villes de France. C'est ça qui est assez marrant pour le parking, c'est que l'immobilier à Paris est très très élevé, à plus de 10 000 € du mètre carré en moyenne, 10 500, 11 000 € du mètre carré. Euh, mais les parkings sont pas forcément beaucoup plus élevés à Paris que dans les autres villes. Donc ça, c'est un point hyper important. Aujourd'hui, une place de parking à Paris, tu peux en trouver une facilement à 25 000 € à peu près. 25 000 €. Et si tu la loues en mettant des deux roues, donc c'est-à-dire qu'une place, tu mets quatre deux roues, donc plutôt que de la louer 130 € à une voiture, tu vas par exemple euh, la louer 50 € à quatre motos. Si la disposition le permet, attention, hein. C'est-à-dire que si il y a une voiture là, bah, il y a un problème parce que les motos qui sont derrière pourront pas sortir. Donc si la disposition le permet, que tu peux mettre quatre motos à 50 €, ça fait donc 250 € de loyer, on est d'accord, de chiffre d'affaires. Et ta place, tu vas la payer hors frais de notaire 25 000 €. Donc ça fait 10% brut hors frais de notaire. Dans Paris Intramuros, c'est pas mal. Ouais, 10% brut hors notaire, normalement il faut mettre les notaires, mais on va pas mettre le notaire, mais c'est 10% brut hors notaire. Si tes charges sont faibles, si tu achètes bien, bah, ton net sera intéressant. Bah, 10% ou même 8%, 7%, ça reste plus haut que la moyenne à Paris, parce que la moyenne d'un appartement à ouais, Paris, bien c'est sûr. moins de 5%. Aujourd'hui, dans Paris Intramuros, on est à moins de 5%. Dans les quartiers hyper chics, c'est 3%, 2, 5, 3%. Dans les quartiers un peu plus salés, ça va être 5%. Et t'as pas tous les inconvénients de la loi Allure, des travaux, etc. Ouais, c'est clair. Quand tu vois ce que rapporte ton argent à la banque, aujourd'hui c'est dramatique. Je veux dire, tu perds de l'argent parce que quand tu regardes l'inflation qui est Ouais, c'est démentielle, un qui est à drame. plus de 5%, et quand tu vois qu'aujourd'hui à la banque tu gagnes 0,5, les assurances vie, n'en parlons même pas. J'ai mis pas mal d'argent sur une assurance vie. J'ai perdu beaucoup d'argent. C'est un drame. Enfin bon, bref. Euh, donc aujourd'hui, si tu veux, l'immobilier, le parking ou toi, ce que tu proposes, pour moi, c'est une réponse hyper pertinente à la crise du pouvoir d'achat. Je veux dire, il y a même pas d'hésitation sur le sujet. Donc pour répondre à ta question en termes de rendement, moi, si tu veux, je négocie de manière intense. Donc j'ai des rendements qui sont supérieurs à 10%. J'ai certains D'accord. rendements qui sont même à 20% dans Paris. Il m'est arrivé d'acheter des places de parking, tu vois, 13 000 € dans des quartiers où c'est à 50 000. Enfin, j'ai fait des belles affaires, soit parce que j'avais l'argent et que je pouvais payer comptant, soit parce que je suis arrivé au bon moment et qu'il y avait une succession et la personne était rapide. Mais il n'y a pas de hasard. Ce qui compte, c'est de bosser. Il faut être un bosseur acharné. Moi, je fais que bosser toute la journée, même quand je suis en vacances. Et ceux qui disent c'est de la chance ou quoi, non, c'est juste du boulot. Et la chance sourit aux bosseurs. Donc voilà. Donc en termes de rendement, dans mon secteur, tu peux espérer, je dirais, entre 8 et 15% si tu fais de la moto. D'accord. Et pour de la voiture, tu vas être entre 6 et 12% à peu près.
Donc, ce qu'il faut regarder dans le parking, c'est que oui, c'est rentable. C'est parfois plus rentable que l'immobilier, mais c'est surtout moins de contraintes. Tu vois. Donc, si tu as 8% sur un appart et 8% dans le parking, bah, sur le parking, tu as moins de chances d'avoir des contraintes que sur l'appartement. C'est surtout ça. Ouais, Il faut plus regarder, si tu veux, le côté moins de galères, moins de contraintes, plus l'investissement un peu pour les feignants, que le côté, ouais, je vais faire 25% de renta. Tu peux faire 25% de renta. Toi, tu peux le faire dans ce que tu fais. Moi, je le fais aussi. Mais faut rester réaliste et voir les vrais avantages, quoi. et, et c'est pas ça, c'est comme tu l'as dit, l'opération, enfin la bonne opération, ça se fait à l'achat. Donc comme tu le dis, faut pas hésiter à négocier. On l'a Ah dit ouais, tout à l'heure, mais n'hésitez pas à négocier. L'opération, ça va faire que ça va être une bonne opération si vous négociez et si vous arrivez à faire une affaire à l'acquisition. C'est pas après que vous allez faire une affaire, c'est quand vous achetez le c'est bien. clair. Donc n'hésitez J'ai pas à toujours négocier à fond. négocié. J'ai C'est toujours là que, négocié, voilà. bien sûr, toujours. Vous avez rien à perdre. Et ça, on en revient à, tu vois, la confiance en soi. La négo, ça s'apprend, tu vois. Ça s'apprend en pratiquant. Hein. Je t'ai pas dit d'acheter un bouquin sur Amazon. Hein. Faut mieux pratiquer. Hein. Gardez votre argent, les gars. Achetez pas des bouquins de négociation. Allez sur le terrain. Euh, mais effectivement, il faut toujours négocier. Vous avez rien à perdre. Sauf si vous voyez l'affaire du siècle, là, vous dites, ah ouais, il faut vraiment que j'aie. Bon, bah, ok. Mais même par principe, je trouve que c'est bien de négo, tu vois. Même si tu vois l'affaire, parfois, moi, je dis aux vendeurs, je dis aux propriétaires vendeurs, bon, bah, par principe, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu achètes un truc sur le bon. Enfin, je sais pas, comme t'achètes un truc sur le bon coin, ou une bagnole, ou un truc, je sais pas, tu t'entends bien avec la personne, un petit geste, tu vois, juste pour le feeling, tu vois. Et pour moi, c'est pareil dans l'IMO. C'est-à-dire qu'il faut négocier fort, et même s'il n'y a pas lieu de négo, bah, il faut quand même tenter. Je veux dire, le vendeur, il va toujours mettre un prix au-dessus. Il va toujours mettre un prix au-dessus, il va toujours être un peu gourmand. Il, Voilà. il va partir du principe qu'il y a une marge de Il y a une marge, négociation, il y a une marge. effectivement. Pour un parking en moyenne, il y a 20% quasiment entre le prix affiché en agence et le prix chez le notaire. 20% à peu près. Donc, je veux dire, un parking qui est en vente à 30 000, bah, il faut proposer 27, quoi. Euh, et puis après, il faut avoir des bons arguments, il faut s'y connaître. Parce que si C'est tu vois, ça, c'est que s'il y a un monde voiture, moi je vois un parking à 30 avec un monde voiture, écoutez, bonjour cher monsieur, ça fait 10 ans que je fais ça, je sais très bien que ça tombe en panne à telle et telle date, je connais les fournisseurs, je lui donne le nom des fournisseurs, le mec il est blanc déjà, il se dit ça, il me dit il a envie de partir, et s'il veut, il est vraiment vendeur, je vais le tordre en deux et je vais faire une bonne négo. Donc il faut s'y connaître, c'est comme toi, tu vois, quand si tu achètes une maison, un appartement, un immeuble, bah tu connais les travaux, tu sais faire des travaux, donc tu sais exactement ce que ça va te coûter. En plus, tu vois, et ouais, tu as un levier et un vendeur, il ne peut pas perdre son temps. Numéro un vendeur, il en ne veut fait, pas perdre son temps. Donc, c'est ça, il faut vous servir pour négocier en fait et pour mettre des points en avant. Ne faites pas une négociation de 15, 20, 30%, 40%, 50% sans mettre d'éléments en face. bien Il sûr, faut justifier votre proposition pour éviter de braquer votre interlocuteur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, moi j'essaie toujours de placer quelqu'un entre moi et le vendeur, de ne pas passer en direct. Parce que quand vous faites ça, c'est pas vous le méchant. Par exemple, s'il y a un agent IMO, bah, vous le faites passer lui pour le méchant, c'est lui qui fait la proposition. Si vous êtes en direct avec le particulier qui vend, vous faites passer la banque pour les méchants. Ah, ben, vous savez, moi, je peux pas aller, je peux pas vous faire une proposition, par exemple, pour un parking à 15 000 parce que la banque ne prête pas au-delà. C'est un exemple. Mais placez-vous toujours comme la victime et pas comme la personne qui est con et qui fait une offre au rabais de 30, 40, 50%, surtout quand vous partez sur des montants de négociation importants, quand vous faites des grosses négos. Essayez toujours de placer quelqu'un entre vous et le vendeur, sinon vous vous exposez à braquer les personnes et plus rien pouvoir en tirer. Donc essayez toujours de mettre quelqu'un entre vous deux, comme ça c'est lui qui passe pour le méchant et ça vous évite de le braquer. j'aime bien ta méthode. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve ça intéressant, surtout pour les gros deals, tu vois. Effectivement, quand tu es sur des gros deals, tu vas pas dire je suis un petit malheureux, j'ai perdu mes deux parents. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Donc, c'est vrai que si tu dis, voilà, moi, je peux avoir une ligne de crédit sur tel montant, je suis au max, 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 la banque, elle est OK, mais il n'y a que ça. Bon, bah, la personne, tu vois, elle va voir la couleur de l'argent, elle va dire OK. Mais si vous êtes sur des plus petites négos et que vous êtes en direct avec le propriétaire, c'est souvent le cas sur les parkings, vous pouvez aussi la jouer franc et dire, voilà, je vais vous dire la vérité, j'ai 25 ans, j'ai envie de démarrer, j'ai ce budget-là, je ne peux pas emprunter parce que je suis encore étudiant.
Je serais vraiment heureux de la voir. Je vous dis la vérité, je suis sincère. Et si tu touches la personne, parfois tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire OK. Donc pour les gros deals, effectivement, mettez un interlocuteur, c'est une très très bonne méthode. Comme ça, vous rejetez la faute en fait sur un autre truc. Sur le- Parce que comme tu l'as dit très justement, si vous froissez la susceptibilité de votre interlocuteur, c'est mort, c'est mort. C'est si tu t'embrouilles avec la personne, si tu touches son ego, tu vois, si tu prends de haut, le pire c'est de prendre de haut, tu vois, si tu c'est comme toi, tu vois, si tu as l'impression d'être pris de haut par ton locataire, t'as pas envie d'avoir ce locataire. Tu dis attends, mais pour qui il se prend? Donc si humainement ça matche pas, il y a rien du tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a plein d'autres solutions, mais bon, on va pas en parler ce soir, sinon on va faire un live de Ouais. 2 heures. Mais il y a plein d'autres solutions sur la négo, notamment quand vous cherchez des bonnes affaires sur des successions. Alors c'est triste pour les uns, mais voilà, c'est là que vous pouvez avoir des bonnes affaires. Et des fois, quand ils sont plusieurs sur les successions, effectivement, vous braquez certaines personnes, vous mettez un des vendeurs en tant qu'allié, et voilà, vous arrivez quand même à négocier. Mais il y a plein de choses, il y a plein de subtilités que vous pourrez nous poser en question en message privé, on y répondra avec plaisir, que ce soit Alexandre. Ouais. On va avancer. Est-ce que toi, tu délègues la gestion de tes parkings ou tu le fais toi-même et qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je gère pas mal moi-même. Je délègue certains points, mais je gère pas mal encore moi-même. J'ai peu de rotation, je choisis bien mes locataires. Ce que je vous conseille pour les parkings, c'est gérer vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est comme quand on fait des travaux, il faut savoir le faire avant de le déléguer. Voilà. D'accord. Donc, gérez vous-même vos locataires. Et après, une fois que ça devient gros, trouvez un gestionnaire. Par contre, un gestionnaire qui gère des parkings, on peut trouver. Ça intéresse pas vraiment les agences qui ne gagnent pas beaucoup d'argent avec des gestions de parking. Ah, Si, on a beaucoup peut-être. tu vois, moi je sais que moi une de mes stratégies ça a été de louer à des motos. J'ai été un des tout premiers à le faire à Paris. Aller voir une agence pour donner la gestion d'un parking, elle va faire la gueule. Aller voir une agence pour gérer la gestion d'un parking où il y a 4 locataires moto, 4 baux différents, ça va Ouais. être compliqué. Donc, s'il y a des entrepreneurs, créer des startups là-dedans, hein, parce qu'il y a un business. Mais voilà, grosso modo, franchement, gérez vous-même. Un bon fichier Excel que vous pouvez télécharger sur mon site de gestion, ça marche bien. Euh, Quand ça grossit, effectivement, vous pouvez déléguer la gestion, mais c'est pas insurmontable. Il faut simplement bien choisir ses locataires et bien piloter les encaissements fonciers. Tu vois, quand tu as 10, 20, 30, Ouais. 40, 100 locataires, tu vois, il faut bien pointer, il faut être hyper rigoureux quoi, dans le suivi. Ouais. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de turnover sur les Non. parkings que sur la log Moi, je vais te traditionnelle et que dire, c'était plus galère à gérer. écoute, j'ai un turnover moyen, je l'ai calculé, j'ai un turnover moyen qui est quasiment de 2 ans, quoi. C'est 2 ans. C'est-à-dire que moi, mes locataires, voiture ou moto, ils restent 2 ans en moyenne, parfois 5 ans. J'ai des gens qui restent 5 ans. Donc, il y a un turnover qui est assez faible. Euh, le turnover, ça va être quand les gens vont déménager. Tu vois, si, mais bon, quelqu'un qui habite dans le quartier, moi, je prends que des gens qui habitent dans le quartier, tu vois. C'est pas de business. C'est pas, c'est Ouais. souvent des gens, à chaque fois que j'ai un locataire en ligne potentiel, je dis voilà, bonjour, est-ce que vous habitez à côté ou pas? Ah oui, j'habite à 2 rues. Bah écoute, la personne vient d'acheter un appartement, s'installe avec la famille, il y a peu de chances qu'elle change. Par contre, si c'est quelqu'un qui bosse et qui après vers du télétravail, donc d'où l'importance de la découverte de ton interlocuteur. Mais franchement, en termes de gestion, c'est assez facile. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer le bail de location par mail. Moi, souvent, j'envoie maintenant le bail de location par mail et mon RIB. Et ensuite, Ouais. je peux avoir quelqu'un qui va. Enfin, ils vont récupérer le BIP quelque part ou quelqu'un s'en charge. Mais moi, D'accord. je rencontre plus les locataires parce que ça prend du temps. Effectivement, ce qui prend du temps, c'est d'aller rencontrer les locataires. Tu vois, c'est chiant, quoi. Parfois. Ouais. Là, ça, c'est une partie un peu chronophage et qui apporte pas toujours de plus-value, surtout pour peut-être sur des investissements plus gros où tu as plus de loyers, enfin des loyers plus importants. Ça vaut le coup de rencontrer la personne, comme tu disais tout à l'heure, pour voir s'il y a un feeling, s'il y a quelque chose. Mais sinon, effectivement, il vaut mieux déléguer. Je l'ai toujours au Est-ce que, téléphone. Par contre, je l'ai toujours au téléphone. C'est-à-dire que même si je rencontre pas la personne, tu vois, je l'ai toujours au téléphone.
J'essaie de jauger un peu. Si j'ai un doute, je le fais pas. J'ai aucun locataire où j'ai pas la personne au bout du fil. J'ai au moins une interaction, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça va être plus dur d'investir aujourd'hui qu'il y a quelques mois, quelques années, que ce soit pour les comptes bancaires, que ce soit pour le prix de l'IMO, qu'il y a de plus en plus de gens avertis ou pas? Est-ce que c'est plus difficile à l'avenir d'acheter dans les parkings? Bah écoute, j'en ai parlé pas Bah, mal. J'en ai. pas que dans les parkings, mais en général. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah, je trouve que maintenant, si tu veux, à force qu'on en ait parlé, toi, moi, bah, nos confrères, les formateurs, ceux qui écrivent des bouquins, si tu veux, on a vachement mis en avant ça. Donc c'est devenu un peu à la mode. Mais tu as un gros marché parce que tu as plein de gens qui savent pas le faire. Donc ils ont toujours besoin d'être accompagnés. Moi, je peux parler de ce que je connais. Ce que je connais le plus, c'est le parking. Euh, Est-ce que c'est plus difficile? Non, tu as toujours des bonnes affaires partout. Disons qu'il y aura plus de concurrence. Donc, il faut être meilleur. On a de la concurrence tous les deux, tu vois, alors qu'on en avait moins il y a 5 ou 10 ans. Donc, il faut être meilleur, il faut faire la différence. Tu fais la différence dans la qualité de tes biens. Ouais, Tu c'est vois, tu es incroyable. d'accord avec moi, tu fais la différence dans la qualité de tes biens. Toi, ça va être la qualité de l'aménagement, tu vois, de l'aménagement, des travaux. Tu es sur un positionnement, tu vois, de qualité. Donc là, tu fais la Ouais. différence. Moi, si tu veux, il n'y a pas de meubles dans mes parkings, mais je vais faire la différence sur la qualité du relationnel, la qualité de mon bail de location, la qualité moi, je mise tout sur le relationnel, tu vois. J'essaie vraiment d'être à la fois ferme et sympa. Je vais miser sur la réactivité. Tu vois, si j'ai un locataire qui perd le bip, bah, il me contacte sur WhatsApp, même parfois le week-end, je vais répondre, je vais le rappeler. Tu vois, là, le souci que j'ai eu avec le monde voiture, j'étais pas syndic, en vacances, ils ont vachement apprécié, quoi. Et à tel point que le locataire qui s'en va, qui m'a dit Alexandre, je peux plus, bah, il m'a dit bah, passez dans mon restaurant, c'est le boss du restaurant, passez dans mon restaurant, on ira, tu vois. Donc aujourd'hui, plus de concurrence, donc faites la différence sur le relationnel, sur la qualité du bien, la qualité du service au sens large, la réactivité. Et c'est en faisant la différence que ça fera que vous aurez des clients. Les mauvais, ils vont tous disparaître. Je veux dire, Et je suis d'accord ils avec vont tous toi. En fait, disparaître. en proposant de la qualité, vous vous mettez au-dessus de votre marché et du coup, vous avez un positionnement qui est différent de la masse. Faites pas juste des rénaux classiques. Vous ne soyez pas comme tout le monde. Essayez d'aller chercher toujours le truc qui va faire que vous allez faire la différence. Il faut vraiment que ça soit une expérience client. C'est comme dans le business. Exactement. Si des gens, voilà, si vous proposez quelque chose qui va pas les marquer, bah, il va rien se passer. Essayez de proposer quelque chose. Voilà, quand ils rentrent dans l'appartement, dans la maison, dans la chambre que vous louez, dans le parking, essayez de proposer quelque chose qui va faire la différence, que ce soit par le relationnel, que ce soit par la disposition des choses, la déco, peu importe. Mais essayez vraiment de faire la différence par rapport à vos concurrents et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer. Ma dernière Exactement. question, Alexandre, euh, est-ce que tu as un conseil que tu peux donner aux gens qui nous regardent et qui souhaitent se lancer? Salut Yanis. Je vois les gens qui se connectent. Un conseil pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils se lancent. Ouais, et qui voudraient se lancer. Écoute, arrête. Quel conseil tu peux Ouais, leur ouais, donner? ouais. Bah, il y en a plein, tu vois, mais du bon sens dans le sens où euh, réfléchissez pas trop, lancez-vous, commencez. Tu vois, faut juste mettre un premier pas devant l'autre. Il faut se lancer, arrêter d'écouter le voisin, le frère, le cousin, la cousine qui sait mieux que vous, qui a rien fait, hein, qui va vous dire. En fait, les gens vont projeter leur propre peur sur vous. Vous allez vous lancer dans l'immobilier, ils vont vouloir vous protéger, mais ils vont mal le faire. Donc ils vont dire, ah, mais fais attention, oh là là, un crédit sur 20 ans, c'est un fil à la patte, c'est après on rentre dans des philosophies, tu vois, laisse tomber, il faut même pas écouter. Et c'est un fil à la patte, c'est une dépendance. Mais qu'est-ce que tu fais si tes locataires ils te payent pas? En fait, ils vont projeter leur propre peur et croyances, et du coup vous allez hésiter et vous allez procrastiner. Vous n'allez pas le faire. Donc il va se passer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, mais je me lance le 1er janvier, puis en fait, et après on a 20, 30, 40, 50 ans, et puis tu dis merde, putain, j'ai pas investi. Donc moi, le seul vrai conseil que je dirais, plutôt que de rentrer dans la technique des parkings, ça j'ai fait un bouquin pour ça, c'est de dire franchement, commencez petit comme ça, si ça se casse la gueule,
bah, vous prenez pas trop de risques financiers et lancez-vous. Et n'écoutez pas, comme me dit euh, le cryptopolitain que je salue en commentaire, n'écoutez pas trop les gens. Parce que les conseilleurs sont pas les payeurs. C'est pas les gens qui vont vous dire les choses qui vont payer les conséquences. C'est seulement vous. Donc ceux qui vont vous dire fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si vous les écoutez trop, c'est mort. C'est comme quand tu fais des vidéos sur YouTube et que tu écoutes tous les haters, bah c'est pas possible quoi. Donc il y a un moment, C'est clair. faut se lancer. Voilà, trouvez là où vous êtes confortable en fonction de vos moyens, de votre âge. Les parkings, c'est un très bon pied à l'étrier pour les jeunes. Si vous avez pas mal d'argent, vous avez pas mal de trésors, etc. Peut-être que je vais aller plutôt aller vers toi, par exemple, tu vois. On est hyper complémentaires tous les deux. Euh, ou diversifier, on peut faire du parking et puis aussi ce que tu proposes. C'est ça, ouais. En fait, voilà, ce qu'il faut, c'est être à l'aise par rapport à ce que vous faites, à l'investissement, si c'est un immeuble, un appartement, une colocation, de la courte durée, de la longue durée, du parking. Commencez avec une somme où vous vous dites, bah, au pire, si ça se passe pas bien, bah, je vais pas mourir. Tu vois, j'ai commencé avec 4 000 euros, je le répète toute la journée. Bon, bah, 4 000 euros, j'avais pas plus, hein, donc moi, ça aurait été très compliqué si je les perdais, mais je n'en serais pas mort. Et puis, faites en sorte que ce soit un premier petit succès, parce que ça donne le boost. Et puis, Ouais, c'est clair. ça donne le boost, tu vois. Si tu te plantes la première fois, c'est compliqué. Donc là, ça te donne le boost, et après, tu te prends au jeu et tu y vas. Donc voilà, faites un pas devant l'autre, démarrez plutôt que de théoriser toute la journée. Et franchement, ça va bien se passer, quoi. Ouais. Et surtout, voilà, comme tu l'as dit plein de fois, n'écoutez pas les gens, même si vous avez un échec. Ça peut arriver de se tromper. Vous tromper sur Bien une sûr, première acquisition. Le but, c'est de se relever, de repartir, mais surtout passer à l'action parce que tous les gens qui regardent les vidéos, qui écoutent les autres, eh ben, ils font rien au final et ils essayent de vous décourager. Donc, si vous êtes motivé, comme l'a dit Alexandre pendant le live, ça demande du travail. Il faut pas rêver. Si celui qui travaille pas, qui fournit pas d'efforts, c'est comme un sportif. Les ouais, sportifs, pour arriver à être sportif de haut niveau, ils ont fourni des efforts. Si vous ne faites rien, que vous vous donnez pas le temps d'apprendre les choses, de faire les choses, de vous entraîner, bah, il se passera rien. Les résultats seront toujours les mêmes. Alors, voilà, Netflix, c'est bien, la télé, c'est bien, la PlayStation, c'est bien, mais au bout d'un moment, si vous voulez faire des choses, si vous voulez passer à l'action, eh ben, il va falloir payer pour apprendre. Et payer pour apprendre, ça peut passer par des formations, mais ça peut passer aussi par faire votre expérience. Et cette expérience, ça peut avoir un prix, mais c'est pas grave, ça reste que de l'argent, entre guillemets, en espérant que les montants engagés ne ouais. soient pas trop importants. Faites attention quand même, voilà, faut pas se lancer comme un fou et puis s'il vous plaît, allez se cracher en faisant n'importe quoi. Mais voilà, même si ça peut arriver des loupés, toutes les affaires ne sont pas bonnes. Je pense que tu as fait des fois des affaires qui étaient moins bonnes que les autres, j'en ai fait qui étaient moins bonnes. Mais le principal, c'est d'apprendre de vos erreurs, des erreurs que vous allez faire, et de pouvoir continuer à avancer au fur et à mesure. Et vous allez voir, vous allez vous constituer un patrimoine intéressant, un premier bien, deuxième bien, que ce soit un parking, un appartement, une maison, peu importe, on s'en fout. Faites ce dont, achetez ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise, peu importe ce que vous allez acheter, peu importe ce que disent les gens, il faut faire ce qui vous convient le mieux. Donc faites ça, passez à l'action. Pour tous ceux qui n'ont pas acheté encore le livre d'Alexandre, eh ben, n'hésitez pas à aller sur son Insta ou directement sur son site pour l'acheter et vous le procurer. Vous aurez tous les conseils si vous voulez investir dans les parties. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la formation marchand de biens, pardon, qu'on donnera le 17-18, donc ça sera des professionnels qui vont intervenir du métier. C'est pas nous qui allons la donner, parce que je pars du principe, encore une fois, comme on le disait pendant ce live, il faut être professionnel, il faut être spécialiste dans son domaine pour pouvoir donner des conseils aux autres. Et pour ça, il faut avoir fait beaucoup d'opérations ou être vraiment un professionnel et avoir 10, 15, 20 ans d'expérience, savoir de quoi on parle. Vous ne pouvez pas être professionnel de tout. Je ne le suis pas, Alexandre ne l'est pas, et sa spécialité, c'est les parkings, il a d'autres spécialités aussi, mais il n'est pas spécialiste dans tout et moi non plus. Donc, allez voir les personnes qui sont spécialistes dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, vous verrez que vous pourrez avancer beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à échanger, à vous faire du réseau. Vous verrez, ça aussi, ça vous aidera beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Bah, merci à toi, merci pour la qualité de tes questions et ton approche, ta bienveillance. Franchement, j'ai beaucoup apprécié et j'encourage toute ma communauté aussi à te suivre et à être formé par Merci toi et à te beaucoup. former par toi parce que je sais que
Parce que ton travail est vraiment de qualité et c'est hyper complémentaire avec les parkings. Franchement, diversifiez-vous. Il n'y a pas une bonne méthode. C'est juste qu'il faut avancer avec les bonnes personnes. Donc, arrêtez de suivre 10 000 personnes, suivez les bonnes personnes dans leur domaine, apprenez, arrêtez de regarder BFM TV, etc. Arrêtez, quoi. Enlevez les notifications qui servent à rien. Et puis, faites comme le sport. Si vous faites du sport, c'est top. Et moi, je fais beaucoup de sport et les valeurs du sport, ça m'anime énormément. Et c'est comme le sport, quoi. Si vous faites du footing, du basket, du ce que tu veux, bah vous entraînez, c'est pareil dans l'immobilier. Et ça va bien se passer, quoi. C'est juste quand on est sur le plongeoir qu'on a peur de sauter. Une fois qu'on a sauté, franchement, c'est que du bonheur.